Bien, bonjour à tous, bonjour chers amis, je suis vraiment désolé que les mouvements sociaux m'aient empêché de vous rejoindre aujourd'hui à Monaco. Évidemment, c'était un rêve pour mon épouse et moi d'être parmi vous, et surtout pour ce beau dîner de ce soir. Mais c'est ainsi. Je vais quand même vous parler, comme il était prévu, du monde culinaire méditerranéen. On va essayer ensemble de faire un tour d'horizon de cette question passionnante d'ailleurs, qui est le phénomène presque miraculeux de ce bassin méditerranéen qui a inventé une cuisine extraordinaire. Il ne faut pas croire que ce soit un phénomène récent. Vous connaissez sans doute la formule latine E pluribus unum, qui est la devise du Benfica de Lisbonne, mais surtout qui est la devise surtout des États-Unis. Que signifie cette devise? Elle signifie qu'il faut plusieurs ingrédients pour faire une belle unité. D'où vient cette devise? Elle vient d'un poème de Virgile où l'on voit un paysan qui a pris un peu de fromage blanc, de lait caillé, et qui y mêle des herbes, de l'ail, pour faire quelque chose de délicieux. Eh bien, cette mixité, cette idée qu'il faut mélanger des choses naturelles pour faire une véritable cuisine, c'est une idée si ancienne qu'elle a définitivement marqué l'histoire de la cuisine du bassin méditerranéen. Cette diversité, ce principe de diversité, pour faire une identité, c'est peut-être la première marque de la cuisine du monde méditerranéen. Les produits sont nombreux, ils sont divers, ils sont tous pris directement dans la nature, ils ne sont pas retravaillés, et il suffit de les mélanger pour faire quelque chose d'excellent. Cet héritage, il reste très marquant. L'héritage romain, le monde romain étant à la fois la ville de Rome et la totalité du monde connu, à l'époque où Rome est un empire, cet héritage est très important parce qu'on le voit encore dans beaucoup de recettes. Lorsqu'on visite des sites gallo-romains ou des sites romains, lorsqu'on est à Pompéi, comme vous le voyez sur ce slide, eh bien on trouve partout des cuisines importantes. On trouve toujours un endroit où chaque famille faisait cuire son pain. Et cette influence a beaucoup perduré. Je vous montre ici quelques exemples de livres très récents, publiés dans les 20 dernières années, qui continuent à s'inspirer de recettes antiques, de recettes romaines, pour les adapter au monde d'aujourd'hui. Et non seulement cette cuisine romaine reste présente, cette cuisine du monde méditerranéen antique reste présente, mais elle reste présente à la fois dans des livres savants. Il y a des livres qui étudient la cuisine antique et qui essaient de comprendre pourquoi cette cuisine ancienne a subsisté si longtemps, pourquoi au fond, 25 siècles après, elle est toujours presque la même. Et puis il y a aussi, comme vous savez, des bandes dessinées comme Astérix, où on confronte la cuisine romaine, celle qui est frugale, à la cuisine gauloise qui consiste à baffer des sangliers. Il y a donc une imagerie, non seulement à travers les livres scientifiques, mais aussi à travers l'imagerie populaire, je dirais, celle des bandes dessinées ou des choses de ce genre, au point même qu'on organise, comme vous voyez dans cette image au milieu, on organise des banquets à la manière antique, encore aujourd'hui, très régulièrement dans nos provinces. Et cette influence reste aussi présente dans ce dilemme qui se pose toujours à la cuisine, et en particulier à celle de nos régions, où à la fois le principe est frugal, mais frugal au sens propre, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup des produits naturels. Frugalité vient de frux frugis qui signifie le fruit, ou le légume d'ailleurs, en latin. Donc la frugalité, c'est que les ingrédients premiers sont des ingrédients naturels. Il y a peu de viande au fond. Mais aussi une cuisine luxueuse parce que, et cela fait partie de notre histoire culinaire méditerranéenne, aussi luxueuse parce qu'on prend le temps de déjeuner ensemble, parce que le temps du déjeuner est un temps de partage, de bien vivre, d'agrément, même de luxe en effet, comme vous le voyez dans ces peintures romaines et dans cette très jolie fresque de la Villa Casale qui vient de Sicile. Et d'ailleurs, comme vous le savez, les Romains déjeuner et dîner couchés. Ces grandes figures du monde de l'Antiquité, comme Apicius par exemple, restent très présents dans la littérature, dans la mémoire collective, je dirais.
lorsqu'on lit la littérature latine, la place des figures de la cuisine reste très importante, notamment Apicius, que je cite ici, qui a écrit un grand traité. Il a été le cuisinier d'Auguste, de l'empereur Auguste. Il a écrit un livre qui s'appelle De Re Cocorinaria, c'est-à-dire tout simplement de l'art de cuisiner, composé ex divers testimonies, comme vous voyez, composé à partir de témoignages pris auprès des gens les plus simples. Et cet Apicius, comme vous savez, si célèbre, qu'il a donné aussi son nom aujourd'hui à des restaurants. Et il y a même une part de légende, du coup, dans tout cela. Lorsqu'on regarde l'histoire de la peinture, j'en donne quelques exemples ici, des tableaux en particulier de la fin du 19e siècle, que vous voyez sur la droite de cette image. On voit qu'il y a une part de légende, en particulier les histoires qui tournent autour de Lucullus, qui cherchait des recettes invraisemblables pour impressionner, pour chercher ce qui n'avait jamais été fait, jamais été mangé. Mais tout cela est en grande partie réinventé, caricaturé, transformé, mais peu importe. Que ce soit vrai ou faux, la légende est si forte que ça montre la place très importante qu'occupait la tradition culinaire dans nos régions. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que l'Empire romain, le monde romain est organisé autour de la mer, Mare Nostrum, notre mer, c'est-à-dire la Méditerranée. Et comme vous le voyez avec ces deux cartes, en fait, la Méditerranée, c'est l'espace de circulation. Et donc, on voit apparaître des mets qui viennent du Moyen-Orient, du Maghreb, du sud de l'Italie, de l'Espagne, du sud de la France. Et tout ceci fait une unité autour d'un territoire très très vaste, mais qui finit par faire vraiment une unité culinaire. Il y a une cuisine méditerranéenne, c'est-à-dire qu'on pourra manger des choses très comparables au sud de l'Espagne, comme ce qu'on pourrait manger au Liban, par exemple. Nous le verrons tout à l'heure avec des exemples de plats extrêmement célèbres. Et du coup, on retrouve dans tous ces territoires, cet immense territoire de la mer Méditerranée, on peut dire qu'au moment où Auguste est au sommet du pouvoir, presque l'ensemble du monde connu ou accessible est gallo-romain ou romain. Et donc on est dans un régime culinaire qui unifie l'Empire, avec des fondamentaux simples que je rappelle ici, le principe des céréales, des fruits, la frugalité, des produits laitiers, de l'huile d'olive et très peu de viande au fond. Un peu de viande blanche, un peu de viande rouge, mais très peu. En revanche, beaucoup de produits lactés et beaucoup d'huile. Ce régime méditerranéen, on le voit bien, et c'est peut-être l'une des raisons de son succès, il est complet. Si on y ajoute évidemment un peu de vin, car le vin a été inventé, comme vous le savez, dans la partie est du monde méditerranéen, et là, si on ajoute un peu de vin, des poissons, évidemment, nous sommes sur la Mare Nostrum, nous sommes dans un monde méditerranéen, eh bien, on a une panoplie à peu près complète de ce qui peut se manger. Ne croyons pas que ceci est commun. C'est quelque chose que vous ne trouverez pas en Chine, que vous ne trouverez pas en Inde, que vous ne trouverez pas au Japon. Vous aurez évidemment des cuisines exceptionnelles. Je ne vais pas dire du mal, notamment de la cuisine japonaise, qui est une cuisine tout à fait exceptionnelle. Mais vous n'aurez pas cette variété de fruits, vous n'auriez pas cette complétude, au fond, de ces produits que offre la mer directement dans cette très grande diversité. Les salades, l'huile d'olive, les légumes, les noix, les viandes blanches, les poissons et évidemment le vin qui occupe une place très importante dans l'histoire de la cuisine de nos territoires. Et cet ensemble, cette complexité a produit donc l'idée d'une pyramide où l'on voit qu'il faut, en descendant, cette pyramide doit être vue de haut en haut, et ce qu'il est souhaitable de manger le plus possible. Peu de viande rouge, pas trop de sucreries, un peu plus de volaille, beaucoup de produits laitiers, des poissons, des légumineuses, des fruits et légumes, et finalement des céréales. Cette pyramide a été conçue précisément à partir du régime dit méditerranéen pour montrer dans quel ordre doivent être préférés, en abondance ou pas, les divers produits qui constituent la cuisine méditerranéenne. Du coup, grâce à sa complétude, grâce à sa simplicité au fond de ces produits premiers, grâce au fait qu'ils sont
trouvable partout, où que l'on soit. Où que l'on soit dans le monde méditerranéen, on va trouver des olives ou de l'huile d'olive. On trouvera des herbes, on trouvera du poisson. Eh bien, cette cuisine est devenue une cuisine partagée, la cuisine du Sud, comme on dit. En tous les cas, une cuisine qui est facile à défendre, sur laquelle il est facile de faire des livres, ou sur laquelle il est facile de faire de la vulgarisation, que presque tout le monde peut faire, comme le paysan de Virgile qui mélangeait des fines herbes dans son fromage blanc et pluribus unum, dont je parlais tout à l'heure. C'est une cuisine qui ne demande pas une sophistication extrême, contrairement à la cuisine chinoise par exemple, et qui donc est naturellement accessible à tous. Une cuisine pour tous. Ceci est très important parce que ça va déterminer la suite de ce que nous allons voir, c'est-à-dire le fait que petit à petit, la cuisine méditerranéenne est devenue la cuisine monde, une cuisine adoptée par la totalité de l'univers. Alors j'ai donné quelques exemples de cette réussite éditoriale incroyable. Si vous voulez taper sur Google, je ne sais pas, cuisine de Méditerranée, vous allez chercher dans les images, vous allez trouver 500, 600, 700 livres qui portent ce titre. Je n'exagère pas, plusieurs centaines. J'en ai mis quelques-uns des plus célèbres, à commencer évidemment à droite par celle de notre ami Alain Ducasse, sur lequel je reviendrai. Mais presque tous les grands chefs, et sans aucun doute beaucoup des personnalités qui sont ici ce soir, ont dû écrire un livre sur la cuisine méditerranéenne. Comme vous le voyez, je n'ai pris que quelques exemples presque au hasard, on aurait pu en prendre bien d'autres. Ce qui est aussi tout à fait étonnant, et c'est qui est évidemment le point suivant, c'est que cette unification s'est faite avec, je dirais, l'accord de ceux qui d'habitude se méfient de la gastronomie ou des excès de la cuisine. Car la cuisine méditerranéenne est réputée pour être diététique, pour faire du bien. J'ai pris exprès des images très différentes qui vous montrent que c'est une vulgate aujourd'hui. Tout le monde le dit, tout le monde sait ça. J'ai pris un article de la Provence, je n'ai rien contre la Provence, mais enfin c'est quand même pas l'encyclopédie universaliste, qui vous dit « Régime méditerranéen, la santé est dans l'assiette ». Vous voyez à côté un médecin qui est en train d'expliquer que le régime méditerranéen, c'est votre santé. En bas, un vulgarisateur, c'est un blog sur la nutrition qu'il défend. Et puis des images plus tournées vers les enfants. La petite vignette que vous avez en bas à droite est une vignette extrait d'un livre qui est utilisé dans les classes. Donc cette idée acceptée aujourd'hui partout, c'est d'ailleurs vrai, qu'il vaut mieux manger méditerranéen plutôt que manger des McDo ou manger des cuisines très chargées en viande et en sauce, comme on le trouverait par exemple en Europe centrale. Et cette idée que non seulement la cuisine est bonne et diététique, mais que du coup, on peut concilier le plaisir de manger, la gastronomie et la santé, eh bien, c'est une idée, évidemment, qui a fait beaucoup pour le succès de cette cuisine. Si on vous dit, vous pouvez manger merveilleusement bien, et c'est bon pour votre maladie cardiovasculaire, comme vous voyez en haut à droite, eh bien, évidemment, les gens préfèrent ça, plutôt que si on vous dit, ça va être très bon, mais faites attention, ça va vous esquinter la santé, vous serez malade. Et donc, on a donné ensuite à ce régime un autre nom, qui est le régime crétois, parce qu'il semble que c'est en Crète qu'on ait trouvé un ensemble de personnes qui ont vécu plus longtemps. Enfin, il y a un âge moyen plus élevé, semble-t-il, en Crète qu'ailleurs, et on le lie au régime méditerranéen. Mais d'une manière générale, ce qui a fait le succès de la cuisine méditerranéenne, c'est l'idée que l'on pouvait en profiter pleinement, tout en ne nuisant pas à sa santé. Alors, cette idée devient même du coup une manière de se valoriser. Les restaurants, les gastronomes, les lieux de cuisine se réclament de cela. J'ai pris dans le Figaroscope de la semaine dernière, tout récemment, cet exemple où il y a une page entière sur les bonnes adresses à Nîmes. Et comment les définit-on? Eh bien, ce sont des bonnes adresses parce qu'elles sont au plus près de la romanité. Nous retrouvons ce que je disais tout à fait au début, une histoire de la cuisine romaine qui continue à marquer le présent, qui traverse l'histoire avec cette idée de la simplicité, de la frugalité, de la diététique, d'une cuisine excellente et bonne pour la santé, et qui du coup devient un élément de promotion
d'un restaurant, venez dans mon restaurant parce que ma cuisine est au plus près de la romanité. Alors, ne croyons pas que tout ceci soit si récent. Évidemment, c'est devenu très connu du grand public parce que aujourd'hui, on aime cette cuisine simple, parce que cette publicité qui a été faite autour du régime crétois a beaucoup joué. Mais il y a eu très tôt cette intuition qu'on pouvait défendre une bonne cuisine, une gastronomie, en se tournant vers le modèle issus des pays du Sud et d'en faire un produit universel. La grande pionnière de ça, c'est une jeune femme, enfin qui était jeune au moment où elle a écrit, puisqu'elle était née en 1913, qui, lorsqu'elle avait une trentaine d'années, une Anglaise, est venue dans le sud de la France, est intéressée à la cuisine du sud de la France. Elle a écrit ce livre, French Provincial Cooking, qui est devenu un best-seller dont vous n'avez pas imagination. Pour vous le prouver que Elisabeth David était célèbre, je vous ai même mis au milieu de ce slide cette image qui montre qu'il y a un timbre à son effigie en Angleterre, que vous avez peut-être utilisé si vous envoyez des cartes postales à vos amis depuis Londres. Eh bien, cette jeune femme, donc, dans les années qui ont suivi la guerre, dans les années 50, a publié pour les Anglais ce livre, French Provincial Cooking, puis un autre qui s'appelle A Book of Mediterranean Food. Et ces deux livres ont été des best-sellers énormes pourquoi? Parce qu'elle était la première à dire, vous les Anglais, qui mangeaient si mal, qui buvaient de la bière, qui avaient une cuisine si lourde et finalement si peu soucieuse d'extrême qualité, c'est une caricature, mais c'est ce qu'elle laissait entendre, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il y a une solution pour bien manger, manger simplement, rapidement et qui est excellente. Ce fut un succès considérable. Elisabeth David est devenue une figure dans tout le monde anglo-saxon dans les années qui ont suivi la guerre, et elle a été très influente sur la cuisine britannique. Peut-être y a-t-il parmi vous des personnalités du monde de la cuisine qui connaissent le monde anglais. Il y a beaucoup de très grands cuisiniers français en Angleterre, comme vous savez, comme notre ami Raymond Blanc ou des gens de cet ordre. Tous ont dans leur cuisine ou dans leur salle de réception une photo ou un tableau qui représente Elisabeth David. Best-seller, disais-je, je vous en donne les titres ici rapidement. Ce best-seller est d'ailleurs toujours réédité. Nous sommes là, je le répète, d'entre les années 50 et au plus tard dans les années 60. Un autre modèle, à l'autre bout de cette chaîne, alors entre Elisabeth David et Yassine Essid, il y a évidemment d'autres auteurs qui ont publié autour de la cuisine méditerranéenne, mais je voulais citer Yassine Essid. Là, nous sommes en face d'un universitaire, d'un savant, d'un professeur d'université à Tunis, et qui a voulu, il y a une dizaine d'années maintenant, rassembler ce que l'alimentation, les pratiques de table du monde méditerranéen pouvaient nous dire d'une culture, d'une civilisation, d'une histoire civilisationnelle. Et les livres que vous avez sous les yeux sont à la fois des livres qui traitent de la question de la gastronomie elle-même, mais qui montrent aussi le rôle qu'a joué cette gastronomie dans ce qu'il appelle lui-même les voies de la mondialisation, c'est-à-dire la manière dont le monde du sud de la Méditerranée, le Maghreb, le Machrek, se sont inscrits dans une histoire collective. Alors ce sont des livres un peu savants, qui, de surcroît, montrent que la cuisine méditerranéenne contribue aujourd'hui à la durabilité, à la protection de l'environnement, à un développement durable. Et donc il y a là une reprise des thèmes des préoccupations contemporaines. Le vivre ensemble, ne pas abîmer la nature, utiliser des produits qui permettent une durabilité, identifier ces pratiques comme étant un moyen de vivre une expérience collective. Ce sont des questions
qui relève plus de la sociologie que de la gastronomie. Mais ce que je vais vous montrer, c'est entre Elisabeth David, qui, elle, était complètement dans le livre de cuisine, et dans la vulgarisation, et Yassine Essid, qui aujourd'hui est dans la réflexion philosophique et sociologique de la cuisine, il y a un grand trait d'union qui montre la place essentielle que joue la table dans notre histoire partagée du monde du sud de l'Europe. Alors tout ceci a évidemment abouti à ce que nous savons, c'est que du coup, une reconnaissance est venue sur cette cuisine, une reconnaissance que peut-être d'ailleurs la cuisine méditerranéenne n'attendait pas, en particulier la reconnaissance très tôt de la liste, d'être inscrit dans la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, très tôt, pour des raisons qui relèvent de ce que nous venons de dire. C'est bon, ce n'est pas mauvais pour la santé, c'est une manière de vivre et de manger qui unifie des peuples qui sont parfois en tension entre eux. Il y a là toute une sorte d'art de vivre qui se dessine collectivement dans un très vaste territoire autour d'une conception de la cuisine. Et puis alors après, on s'est mis à ajouter d'autres hypothèses. Je le signale pour les messieurs âgés qui sont ici, on nous dit que le régime méditerranéen est plus efficace encore que le Viagra. J'espère qu'après le dîner de ce soir, vous pourrez tous nous le confirmer. En tous les cas, il y a cette idée de récupérer le régime méditerranéen comme une sorte d'image un art de vivre, d'un bien vivre qu'il faut protéger et qu'il faut défendre pour le faire propager. D'où l'idée que le monde méditerranéen produit un ensemble de recettes qui doivent être placés ensemble. Ce livre de Michel Sanchez, que vous connaissez sans doute, qui est un très très gros volume, qui s'est très bien vendu, il a ceci de particulier, c'est qu'il mélange les pays riverains et les pays insulaires, c'est le sous-titre d'ailleurs, 24 pays riverains insulaires, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas une cuisine libanaise, une cuisine algérienne ou tunisienne, une cuisine italienne ou une cuisine espagnole, il y a un ensemble qui s'appelle la cuisine méditerranéenne. Et au fond, c'est un voyage permanent. Et vous voyez que moi je remontais à Auguste, c'est-à-dire à 2000 ans d'histoire. Elle remonte, elle, Michel Sanchez, à 5000 ans. Elle montre que tout cela a une ancienneté considérable. Et elle nous fait circuler dans le monde méditerranéen, dans des pays les plus divers, pour essayer de tracer les linéaments d'une cuisine qui serait la cuisine universelle de ces territoires. D'où les reconnaissances qui sont venues sur ce livre, qui sont des reconnaissances à la fois des Gordon Awards de 2023, de cette année, mais aussi parce que dans ce livre, il y a, comme on vous le dit dans le texte anglais, A Journey to the Heart of the Mediterranean, faites un voyage. Au fond, c'est circuler dans le monde méditerranéen grâce à ce livre. Ce livre rejoignait d'ailleurs une période de réflexion sur la Méditerranée. Vous retrouvez à gauche le titre de Michel Sanchez, mais vous avez surtout à droite de l'image le grand forum des mondes méditerranéens, c'est-à-dire c'est une rencontre qui a lieu tous les 3 ou 4 ans, où la totalité des pays qui entourent la Méditerranée organise un forum autour de questions de langue, de civilisation, de droits des femmes, de culture, d'échange, de paix, de politique partagée, de dialogue nord-sud, ce qu'on a appelé aussi le forum méditerranéen, tout simplement. Eh bien, il y a eu un forum méditerranéen pas plus tard que l'an dernier qui était consacré à la cuisine. Et vous voyez, avec des objectifs très larges, des enjeux culturels, éducatifs, économiques et sociétaux. Donc on voit bien que nous sommes quand même au-delà du livre de recettes. On est plus simplement de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. On aboutit à se dire qu'on peut penser le monde méditerranéen et que non seulement on peut le penser, mais on peut promouvoir en son sein des valeurs communes en pensant à la cuisine. Je le répète,
les États-Unis et bien d'autres pays ont fait beaucoup pour promouvoir cette idée que ce régime alimentaire était parfait et qu'il crée une sorte d'unité nationale. J'ai voulu le montrer en vous présentant un classement de cette année qui est paru il y a quelques jours même, qui fait que pour la 6e année consécutive, la cuisine méditerranéenne a reçu le titre de meilleur régime alimentaire dans le classement de US News and World Report, avec un score général de 4,6 sur 5, alors que cette étude s'est fondée sur l'examen de 40 régimes différents. Donc je crois que ceci est profondément installé, définitivement installé. Voyons pour terminer les effets que ce prestige, cette présence, ce dialogue, cette réflexion sur cette cuisine a produit. Eh bien, elle a produit le fait que quelques éléments phares ont conquis le monde. Je prends d'abord l'exemple de la pizza. Je n'ai pas appelé ça un plat résumé, parce que dans la pizza, vous avez normalement la totalité des ingrédients que nous avons évoqués tout à fait au début. Les herbes, la tomate, l'huile, les olives, le pain, les divers condiments. Et je vous rappelle quand même que chaque année, en France, sont consommés 820 millions de pizzas. Donc, il est très difficile, ce qui fait 10 kilos de pizza par habitant, chaque année. Et dans le monde, nous ne sommes plus à 820 millions, nous sommes à 30 milliards de pizzas tous les ans. Donc, ce plat, qui peut être mauvais aussi, mais qui peut être excellent s'il est bien fait, ce plat résume au fond le succès de la cuisine de nos territoires. Il est devenu une sorte de résumé, de fast-food au fond de la cuisine méditerranéenne, avec un succès qui est absolument inégalé dans aucun produit comestible au monde. Le deuxième exemple que j'ai voulu citer, c'est l'huile d'olive, ce qu'on appelle l'or de la Méditerranée, les Romains l'appelaient déjà comme ça d'ailleurs. Il y a beaucoup de textes où on compare la beauté de l'huile à la couleur d'un or fluide. Nous produisons 3 millions de tonnes d'huile chaque année dans le monde méditerranéen. Et comme vous le voyez, nous retrouvons, si vous regardez l'image en bas à droite, que j'ai rappelée, nous retrouvons des images que je vous présentais tout à fait au début sur l'unité de la Mare Nostrum. Vous voyez que cette huile d'olive est produite dans la totalité des territoires qui touchent la mer. Et que c'est bien en effet cette mer commune, cette Méditerranée, ce milieu des terres, au sens propre, qui fait à la fois la clôture et la liaison des pays entre eux à travers, ici, un espace de production qui est celui de l'huile d'olive. D'où l'idée qui aujourd'hui prévaut, qu'au fond, connaître la cuisine méditerranéenne, s'y intéresser, c'est connaître ce qui est le plus important parmi toutes les cuisines du monde. C'est la cuisine monde. Je vous donne ici quelques livres qui le prouvent. Le Carrefour mondial, la Méditerranée, dira-t-on. L'Atlas mondial des cuisines et gastronomies présente un plat méditerranéen. Et vous avez même un atlas historique de la Méditerranée qui est fondé sur la distribution, le début du livre est fondé sur la distribution, sur l'économie, je dirais, des produits comestibles dans l'espace méditerranéen. C'est la cuisine monde, non seulement parce que tout le monde mange des pizzas ou boit de l'huile d'olive, mais aussi parce que ce modèle, au fond, a fini par être récupéré par tout le monde. Et lorsqu'on lit le livre qui est à droite, Géopolitique de l'alimentation, ce sont des livres qui deviennent un peu sérieux, ce sont des livres d'études de sociologie, des pratiques de table, on se rend compte que la cuisine méditerranéenne est bien la cuisine monde. Et là, il y a, me semble-t-il, dans ce modèle mondialisé du patrimoine culturel, il y a quelque chose de plus que ce que nous voyons ici. On parle de l'épicerie du monde, on parle de la mondialisation à table. Il y a ce qui est au milieu, le grand mezzé,
Vous savez que il y a 2 ans, le Mucem a fait une grande exposition qui s'appelait Le Grand Mezzé, c'est-à-dire ce plat que vous connaissez bien, et qui est l'art de consommer des produits nombreux tout à la fois sur la table. Non seulement parce que c'était un produit d'alimentation, c'est un produit de culinaire, mais aussi parce que ça dit quelque chose de la conception de la cuisine. C'est-à-dire on met tout sur la table, on se rassemble et chacun échange, se passe des produits, mange ici, picore ici ou là. On trouvera ça peut-être aussi dans la cuisine chinoise, mais je le répète, à partir de produits beaucoup plus sophistiqués. Le grand mezzé devient, autrement dit, non seulement l'image de la diversité de la cuisine méditerranéenne, puisqu'on voit tous les produits, mais elle devient aussi l'image de ce qu'est la cuisine pour l'homme méditerranéen, l'homme et la femme de Méditerranée, c'est-à-dire le partage, l'abondance, la convivialité. On est installés tous ensemble autour, tous les produits sont là, et vous voyez d'ailleurs que ce sont des produits naturels, il y a très peu de produits transformés, il y a très peu de viande rouge, ce sont des produits qui sont très peu travaillés au fond, mais qui sont là dans le partage, dans le don de soi et des autres, et qui créent cet art de vivre au fond, autour de la table. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a une reprise aujourd'hui par les jeunes cuisiniers. J'en ai donné 3 exemples ici, M. Pazda ou Mohamed Cheikh, qui ont repris la grande tradition du plus grand livre qui a été fait sur la question, qui est le grand livre de cuisine d'Alain Ducasse, que je montre ici. Il y a 2 générations en génération des jeunes cuisiniers ou des cuisiniers qui viennent à la célébrité, qui s'imposent, comme c'est le cas de Mohamed Cheikh, puisqu'il a été le vainqueur de Top Chef en 2021, et qui se réclament de la Méditerranée. Ma cuisine méditerranéenne, est-il écrit ici, ma Méditerranée cuisine pour M. Pazda. Donc on voit bien que cette conception de la cuisine de la Méditerranée, non seulement comme un lieu d'excellence, mais comme un art de vivre, ce qui est une des clés aujourd'hui de la cuisine d'aujourd'hui, d'un art de vivre au plus près des choses naturelles, dans la simplicité, dans la convivialité. Cette cuisine s'est imposée aujourd'hui comme un modèle de civilisation. Et je voudrais évidemment terminer en souhaitant un bel anniversaire à Alain Ducasse, puisque comme vous le savez, c'est le 27 mai 1987 qu'il a ouvert le restaurant Louis XV. Et j'ai trouvé cette interview et je voudrais juste vous lire quelques lignes. Il dit « L'histoire a commencé à Monaco, c'est très exactement le 27 mai 1987, jour de l'ouverture du restaurant Le Louis XV à l'Hôtel de Paris. J'ai proposé un menu végétal, nous dit Alain Ducasse, les jardins de Provence. À l'époque, la décision a beaucoup surpris. Personne n'avait jamais osé mettre un plat entièrement végétal à la table d'un restaurant étoilé. En revanche, pour moi, c'était une évidence, car parce que le terroir de la Riviera offre des produits absolument extraordinaires. La nature s'y fait parfois rude, le sol n'est pas toujours facile à travailler, mais le goût des produits est unique. C'est ce goût authentique, ce goût originel que je célèbre dans mes plats. Eh bien, je crois que dans cette interview, Alain Ducasse résume ce que pensaient déjà les Romains, ce que déjà pensait le berger de Virgile qui mélangeait ses fines herbes avec son lait caillé, partir de produits simples, créer un goût authentique, un goût originel, qui a pu être si bon à partir d'une si grande simplicité qu'il est devenu un modèle de gastronomie et un modèle de civilisation. Alors je le dis, bravo chef, merci Alain. À bientôt, je suis vraiment désolé de ne pas être au dîner avec vous ce soir, vous l'imaginez. Je vous salue et je vous souhaite une bonne fin de journée.